Bonjour et bienvenue dans le nouveau PaniniCast, le podcast d'édition Panini. Un podcast qui sera aujourd'hui dédié aux sorties de novembre, après 2 très belles émissions consacrées aux sorties de septembre et octobre, que, on espère, vous avez adoré autant que nous. Ouais, alors bon, si vous avez bien suivi, du coup, les émissions de septembre et octobre, actuellement, elles sont dans la zone négative. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une rentrée assez chargée, Émile et moi, qu'on a trouvé le temps d'enregistrer, pour le coup, 2 super émissions sur les univers Ultimate avec Jérémy, et une sur, du coup, le parcours de Jérémy Manès au sein de Panini Comics. C'est la première émission de ce qu'on espère être une rubrique régulière, les Made in Panini, pour vous faire découvrir les différents visages qui travaillent à Panini Comics. Mais c'est vrai que le programme de septembre-octobre, c'est pas qu'on n'a pas de coup de cœur, mais c'est que c'est vrai qu'on les avait déjà en plus pas mal balisés dans l'émission des Big News, avec des choses comme Gods, comme Ultimate Universe, comme Fall of the House of X, Rise of the Powers of X, ou 10, je sais pas lequel c'est. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dont on avait déjà bien parlé en long, en large, en travers dans l'émission sur les Big News, et c'est vrai qu'on avait un petit peu peur aussi de faire un peu de redite sur nos coups de cœur. Voilà, donc c'est vrai que pour le coup on n'a pas fait d'émission de septembre-octobre, désolé, allez réécouter l'émission Big News du coup, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et du coup, mais là on a quand même, par contre là sur novembre, on revient with a vengeance, quoi. On revient en force, bien sûr. Ouais. Alors là on a plein de trucs, on est parti pour pour à peu près une émission de 8 heures. Ouais, on va faire plus long que le live avec G, tu vois. C'est ça, le live de 3h40, non, j'espère pas quand même. D'ailleurs, je dis on revient with a vengeance, j'y ai même pas pensé, mais ça tombe bien, ça fait directement la... Quel génie. Ah oui, je sais, merci. Ça fait directement la transition vers le premier album dont on voulait parler, qui est La Vengeance de Moon Knight, Nouvelle Lune. C'est en fait, c'est un tome 1, mais en vrai, c'est un peu la suite directe du run de Jed McKay et Alessandro Cappuccio sur le personnage de Moon Knight. Alors, sur le personnage de Moon Knight, c'est un peu compliqué dans le sens où, en fait, Moon Knight, c'est pas vraiment un spoiler, c'est marqué en plus sur la couverture du dernier numéro sorti, il meurt dans le tome précédent, Mark Spector. Donc, on sait que la mort est pas toujours quelque chose de très simple pour les super-héros, mais là, en tout cas, il est mort. Et ce qui se passe avec La Vengeance de Moon Knight, c'est qu'on va suivre d'un côté tout le groupe qui s'était formé autour de Mark dans la série régulière précédente, donc Tigra, Soldier, etc., Hunter's Moon et tout ça, tous les personnages qui gravitaient autour de lui, et qui du coup reprennent le flambeau en fait de protéger le quartier et les passagers de la nuit, quoi. Et à côté de ça apparaît un nouveau Moon Knight extrêmement violent. Alors déjà que Moon Knight, c'est quand même pas le gars le plus chill chez les super-héros. Là, le nouveau, il a vraiment décidé de passer en mode hardcore, et du coup les autres sont le groupe de Moon Knight est un peu en mode genre 1, qui t'es, 2, est-ce que t'es Mark Spector revenu d'entre les morts, 3, du calme. Et c'est ça. Est-ce que tu peux arrêter de me casser la jambe, s'il te plaît? Voilà, c'est un peu ça. Et donc en fait, ça va être une série en 2 tomes en fait. Donc le prochain tome sortira d'ailleurs au premier trimestre 2025, et ça va servir en fait de poursuivre l'histoire, mais sans la présence de Mark Spector, en se focalisant plus sur le cast de persos secondaires, tout en avec ce mystère sur qui est ce nouveau Moon Knight, etc. C'est vachement bien, c'est vachement comic book sur plein d'aspects. C'est toujours extrêmement beau par Cappuccio. Bah oui, avec un step up encore plus sur cette série-là, je trouve. Chaque album, je trouve qu'il prend un niveau extraordinaire. Et là, et puis là, entre-temps, il a été annoncé ce qu'il va quitter du coup la série pour aller sur Ultimate Wolverine. Et même encore, là, les dessins qu'il a montrés, c'est encore un autre niveau, alors qu'il y a à peine 3-4 ans, il était incroyable. déjà à bord, mais ouais. C'est incroyable. La rapidité avec laquelle il est en train de devenir une superstar, c'est assez fou. Et qui c'est qui a fait la première interview Before It Was Cool? Non, merci à Nice de l'avoir invité, à José Magnette qui l'avait invité à l'époque où il commençait son run, parce qu'en fait il avait commencé c'est peut-être pas chez Bonelli, mais chez l'éditeur italien sur du comics, et c'est vrai que du coup il était très vite repéré par Marvel, et c'est quelqu'un qui a fait sa première convention en fait à Nice, et qui après derrière il a enchaîné avec le Comic Con, et maintenant c'est une rosta, quoi.
Ouais. Et donc, ouais, voilà, moi, La Vengeance de Moon Knight, c'est une parenthèse, en tout cas, que j'aime beaucoup. Justement, quand on était interviewé chez Jay, il y avait cette question de est-ce qu'on préfère les séries solo ou les séries les groupes, les séries de groupe. Et moi, j'avais dit, ouais, en fait, ce que j'aime vraiment, c'est quand on part d'une série solo et que le scénariste développe un cast de personnages autour du perso solo. Et c'est ce qu'il y a vraiment dans Moon Knight de Jed McKay. Et là, il utilise la mort du perso pour laisser tout son cast de personnages secondaires briller de mille feux, quoi. Donc c'est très cool, j'adore. C'est ce que j'allais dire, c'est l'étape en plus supplémentaire quand t'as une série solo qui a réussi à avoir un cast de personnages secondaires qui prend de l'ampleur, au point que, troisième étape, tu arrives à faire une série sans le dit personnage principal, et que ça reste quand même passionnant. Et ça donne des séries, bon, c'est pas vraiment une série Batman, mais Gotham Central, ou des séries où en fait les personnages secondaires arrivent à exister, et ça rend le truc encore plus fort, parce que l'empreinte du personnage est là, sans forcément avoir besoin de sa présence physique dans la case. Et ça, je trouve ça un stade super d'écriture qui me plaît beaucoup. Ouais, et puis il y a un truc, c'est que on sait toujours que ce soit dans les Avengers, quand t'as Thor, Captain America ou Iron Man, tu sais que c'est pas dans la série Avengers qui va leur arriver le truc qui va les bouleverser le plus, parce qu'ils ont leur série à part, etc. et tout ça. C'est pareil chez la distinguée concurrence, tu vas pas avoir Batman, le plus gros truc qui va lui arriver, ça va pas être dans la série JLA, ça va être dans ses séries perso. Et là, en fait, quand t'es des persos secondaires, tu sais qu'il peut leur arriver une énorme merde ou un énorme step-up ou au contraire n'importe quoi, en fait, parce que tout simplement, c'est là qu'ils vivent. Le personnage d'Hunter's Moon, c'est Jed McKay qui va décider ce qui va lui arriver. Pareil pour Tigra, c'est pas comme s'il y avait une nécessité que Tigra apparaisse dans un autre titre le mois prochain, quoi. Donc il y a aussi cette incertitude autour des personnages, on sait pas ce qui va leur arriver, et ça c'est vraiment cool. Deux autres séries ensuite qu'on avait également abordées au moment des Big News, mais que ensuite on a pu lire dans leur quasi-totalité. Je pense à Avengers Twilight et au Spectacular Spider-Man, sous-titré Arachnobatic. Je félicite toujours la rédac pour les, pour les sous-titres des fois qui me font assez rire. Donc voilà, on va commencer par Spectacular Spider-Man, parce que c'est vraiment, moi je trouve, la meilleure surprise. Parce que déjà, donc Ramos revient en top forme. On a déjà pu en parler, Grave. mais je sais pas si c'est l'ancrage ou autre, mais je crois qu'on a déjà parlé avec je sais plus qui, mais que je crois qu'il travaille avec un encreur différent, mais je trouve qu'il y a je sais pas comment dire, mais disons dans son trait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que là, de voir pour la première fois dans une série régulière Miles et Peter s'agiter ensemble et rire aussi bien en costume qu'à la ville, c'est pour le moment, j'arrive pas à les imaginer autrement que sous le trait de Ramos. Je sais pas comment dire. Ce côté coloré, ce côté fun, ce côté pop. Il y a un truc évident. C'est vrai qu'à la lecture, il y a un truc évident qui, je crois, est autant l'œuvre de Ramos qui fait un de ses meilleurs boulots. Peut-être pas son meilleur dans le sens où je trouve que ce qu'il faisait sur Strange Academy, c'était déjà incroyable. Mais on est un peu dans le même ordre d'idée en tout cas. Et à côté de ça, Greg Weisman, c'est typiquement le genre de scénariste qui a pas forcément une notoriété de ouf, mais c'est un des créateurs, je crois, ou en tout cas, je crois que c'est le créateur de Gargoyles, le dessin animé que beaucoup de gens ont pu voir dans leur enfance et qui est désormais dispo encore sur Disney+, qui est mythique pour pas mal de monde. Et aussi, il a été scénariste sur Star Wars Rebels, donc c'est vraiment un mec qui sait écrire et qui sait écrire le côté feuilletonnant, fictionnel. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que ce côté feuilletonnant, moi, c'est un des trucs aussi qui m'a le plus plu et qui fait que je trouve que c'est une des meilleures séries Spider-Man des dernières années. C'est qu'il y a ce côté où on prend plaisir, chaque numéro, à se dire, mais attends, mais en fait, il y a des renvois constants entre plusieurs, visiblement, temporalités. Finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas les temporalités, mais c'est peut-être autre chose. Et il y a un mystère, il y a ce côté vraiment, on a envie d'acheter le prochain numéro. Donc, d'où l'avantage de l'avoir en album, si vous avez tout, en tout cas pour les premiers numéros ou un seul. Et vraiment, moi, j'ai pris vraiment du plaisir, enfin, vraiment premier degré, à lire et essayer j'arrivais pas à savoir ce qu'allait se cacher derrière chaque page. Et ça fait, c'est pas toujours le cas, surtout que des personnages qu'on a lus aussi souvent et aussi longtemps que Spider-Man, d'arriver, alors non peut-être pas renouveler, mais disons, à proposer une intrigue un peu façon whodunit, j'ai envie de dire, mais avec ce côté un peu science-fiction qui pouvait slash un peu horrifique aussi, un peu d'une manière, sur le personnage.
Et en fait, je viens de tilter un truc. Je crois que c'est une bonne surprise aussi, ou une très bonne surprise, Spectacular Spider-Man. C'est parce que on avait peut-être le sentiment diffus à l'annonce, je sais pas pour toi, en tout cas moi c'est peut-être ça un peu, que ça allait être une série qui est là pour prendre un peu de la place, pour allez on fait une série avec deux Spider-Man ou rouler jeunesse et voilà. Et en fait, elle s'avère avoir tellement sa personnalité, sa qualité globale, etc., que elle devient peut-être pas une série majeure, mais en tout cas, c'est clairement pas la série voilà random quoi sur le personnage. Ça va être une série dont les gens vont se rappeler. Spectacular Spider-Man, je suis sûr que dans 5 ans, on en reparlera encore. Ouais, et puis surtout d'autant plus que la première surprise venait déjà du fait qu'il n'y ait pas eu jusqu'ici de série régulière entre les deux personnages. Moi, j'avoue, Ouais. quand je me suis rappelé, je dis ah oui, effectivement, mais pour moi, ça paraissait évident, vu qu'on les voit assez souvent maintenant, d'autant plus que Miles Morales est si ce n'est le plus populaire maintenant peut-être des personnages de Marvel auprès des jeunes, enfin des jeunes, j'entends des gamins entre 5 et 10 ans. Par exemple, moi, je lisais dans le tram, à Nice, du coup, le bouquin, et il y avait des gamins qui disaient regarde, c'est Spider-Man, mais il n'y a pas Gwen. Donc, du coup, même les gamins, du coup, maintenant qui ont 5 ans, alors je sais pas s'ils pouvaient lire, mais en tout cas, déjà, eux-mêmes, ils ont identifié ces personnages-là. Et ils considèrent que Miles Morales est autant Spider-Man que Peter Parker l'est, et pas comme juste un subordonné, ou en tout cas un nouveau personnage de plus, un sidekick voilà, de plus. Et ce que je trouve génial justement, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que non seulement du coup la première surprise venait du fait qu'une telle série n'existait pas jusqu'ici, mais qu'en plus effectivement c'est pas une série qui fait partie juste des murs, mais une série qui justement impose Miles et Peter comme un vrai duo, et pas comme juste un duo de le mentor. Mais puis c'est même marrant d'ailleurs, parce que même c'est Miles qui engueule Peter parce qu'il arrête pas de faire des blagues à la con. Et, et c'est même plutôt l'inverse, quoi. L'adulte entre les deux, c'est plutôt Miles, quoi. J'ai choisi aujourd'hui les pages pour la preview, parce que c'est moi qui ai choisi les pages pour les previews qui sont diffusées après sur les réseaux. Et quand je choisissais, c'est vrai il y a ce gag qui est tout un gag qui prend quand même pas mal de place dans le début de la série sur devenir un habitué dans le café du coin, quoi. Et, et, euh, et Peter qui commande le café et qui met 5 minutes à le commander, alors que Miles il passe par l'application pour faire la commande. Et j'aime bien la différence générationnelle et tout ce truc-là comme ça qui est assez marrant. Il y a plein de petits gags comme ça autour de leur côté habitué du café qui pareil pourrait sous une plume peut-être moins experte faire un peu ouais bon ok t'essaies de nous arracher un sourire, mais là vraiment moi je sais que je me marre en lisant ces passages là quoi. Tout à fait. En tout cas, bon, vous l'aurez compris, c'était à l'époque un coup de cœur au niveau des big news sur le premier numéro. Ça l'est encore maintenant après ce premier 100%. Alors, aux tonalités. Ouais, c'est pas la même ambiance. Plus crépusculaire, puisque donc il s'agit du Avengers Twilight. Là, pour le coup, je crois qu'à l'époque, on avait déjà quasiment tout lu, parce qu'il restait plus que le dernier numéro à lire, il me semble. Ouais, ou peut-être 2, mais en tout cas, on était vers la fin, quoi. Mais là, pour le coup, on a pu finir, du coup, sachant que c'est un récit complet, dystopique, etc. La fin a son importance aussi, quoi. Et bien dense en plus, parce qu'à chaque numéro, justement, donc en fait, pour simplifier, est-ce qu'on peut dire le Dark Knight Returns des Avengers d'une certaine manière, dans le côté un peu vieillissant, état fasciste. Bon, je sais qu'on peut, j'ai vu des gens en parler comme ça. Je sais pas si c'est abusif ou pas, mais ça me semble une bonne manière de le résumer en 2 minutes, ce que je n'arrive généralement pas à faire. Non, mais dis pas ça de toi, mais c'est vrai. À bientôt pour une reco de 15 minutes. Non, mais c'est vrai que ouais, il y a ce côté-là, il y a un peu ce côté-là, Dark Knight Returns, ouais, des Avengers. Non, mais bon. Et donc, donc un futur dystopique où les héros, du coup, alors, ils n'ont pas tous disparu. Il y a des héros, mais c'est des héros qui appartiennent à l'État. Ouais, voilà. Ouais. Et puis il y a aussi des héros qui sont brisés, qui ont perdu leurs espoirs, parce que les Avengers, en particulier Captain America, ne sont pas là pour éclairer un peu l'Amérique, avec tout le symbolisme qu'ils peuvent revêtir et tout l'espoir qu'ils peuvent générer, quoi. Et d'ailleurs, ça donne une scène assez touchante où Captain America va faire un discours dans un contexte très précis, et est-ce que les gens s'en battent un peu les steaks? Ouais. Et c'est un peu triste, quoi. Et là, j'ai trouvé ça, le récit donc qui est signé par Zdarsky et qui est, on l'avait déjà dit à l'époque, incroyablement illustré par Daniel Acuna, qui revient en fait en
en grande forme, parce que voilà, c'est pas un artiste des fois qui peut être un peu parfois irrégulier, mais là, j'ai l'impression qu'il a eu le temps. Il a eu le temps de peaufiner sa palette de couleurs, surtout, parce que c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vus en mainstream depuis très longtemps. En vrai, il y a un truc, c'est que quand on dit futur dystopique et fascisant, on imagine tout de suite un truc gris. Et là, il arrive à nous faire un truc ultra coloré, et du coup, dans lequel on se projette facilement. C'est-à-dire Ouais. que on n'est pas là genre en mode oh là là, c'est un futur. Non, ça pourrait être après-demain, quoi. Et du coup, c'est vrai que cette palette de couleurs vachement vibrante nous renvoie dans un monde beaucoup plus réel qu'une palette grise et beige. J'ai pas envie de dire un gros mot, mais j'ai l'impression que moi je retrouve un peu l'influence alors peut-être du renouveau du cyberpunk entre guillemets, parce qu'avec peut-être le jeu vidéo ou une esthétique qu'on a pu voir après derrière dans pas mal d'œuvres récentes, où justement il y a ce côté, le futur dystopique peut aussi être cool en apparence avec des objets connectés, des lunettes roses, des blousons fluo, mais derrière le message reste le même avec ce côté un peu gris qu'on peut voir entre les couleurs. Je crois que une des couvertures avec Captain America qui est dans la foule, je trouve représente bien ce sentiment-là. Ce qui est le truc le plus radiophonique à faire, évidemment, de parler d'une couverture quand on ne peut pas la montrer. Mais en tout cas, oui, je trouve que disons que je trouve la couleur aussi participe du propos de l'œuvre, de montrer qu'en fait, voilà, dans un monde ultra technologique, comment un dinosaure comme Captain America peut continuer d'exister et continuer d'inspirer aussi. Bon, spoiler alerte, évidemment, il va quand même inspirer quelques personnes. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que c'est un récit qui est pas si évident en fait que ça à écrire. Et je sais que Zdarsky, moi, il m'avait un peu perdu sur quelques séries récentes. Et là, je trouve qu'il revient avec un travail qui, ouais, je sais pas, que je trouve plutôt bien écrit, très pertinent encore. Et puis, voilà, est-ce que ce sera une œuvre dont on parlera dans 4-5 ans? Peut-être, parce que je me dis, des Elseworlds, il y en a quand même pas souvent chez Marvel. C'est vrai que c'est plus un truc qu'on retrouve via Tom Taylor, notamment chez DC Comics. Et là, je trouve que pour le coup, il y a un Elseworld très accessible, très percutant, très beau, et qui est vraiment à mettre entre toutes les mains. Si jamais voilà, vous connaissez de loin les Avengers, moi je trouve que c'est vraiment un des très bons récits de cette fin d'année. Ouais. C'était mon ajout pertinent suite à ton très bon à ta très bonne défense du titre. J'ai eu envie de rajouter ouais. Voilà. Bon puisque tu es bien en verbe, est-ce que tu peux nous parler du must-have Wolverine les origines? Eh ben ouais, je peux t'en parler parce que c'est un titre que j'ai toujours beaucoup aimé en vrai. Alors ça vient peut-être aussi du fait que je l'ai lu en direct au moment où il sortait, quoi, à l'époque. Faut se replacer un peu dans le contexte. Wolverine, c'est un personnage qui, quand il est injecté dans la série Uncanny X-Men, il est très mystérieux. Il se passe pas mal de numéros avant qu'on le voit sans son masque. Le fait qu'il se fasse appeler Logan, ça met des numéros et des numéros avant d'arriver. D'ailleurs, je crois que la première fois que ça arrive, c'est des farfadets du château du Hurleur qui l'appellent comme ça. Mais voilà, donc c'est quand même, en plus, une manière de faire un reveal qui est quand même assez incroyable. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de mystères autour du personnage, et un mystère qui va être entretenu par les scénaristes, sachant que il y a un gros truc autour du fait que sa mémoire est manipulée. C'est d'ailleurs au cœur du récit L'Arme X de Barry Windsor Smith, un chef-d'œuvre à mettre entre toutes les mains, surtout dans son édition noir et blanc qui vient juste de sortir, un cadeau parfait pour les fêtes. Pierre Bellemare, quoi. Et en tout cas, voilà, ouais, sa mémoire est manipulée, et on ne sait jamais trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que on est au début des années 2000, et les films de super-héros commencent à être lancés, que ce soit le Spider-Man de Raimi ou les films sur les X-Men, justement. Et en fait... c'est lors de conversations entre Bill Jemas, Joe Quesada et compagnie que vient le fait que s'ils ne racontent pas les origines de Wolverine, ça va être le cinéma à un moment qui va s'en charger. Et ils n'ont pas envie de ça. Ils ont envie que ce soit les comics qui le racontent. Du coup, ils décident de porter le projet justement en le faisant de la manière la plus tonitruante possible. Et donc, ils en font une mini-série événement
avec des couvertures de Quesada, avec en plus un Kubert au dessin, mais un Kubert dans un style du coup non ancré, avec couleur directe, etc. pour Il a fait 1602 à l'époque ou pas déjà? je crois que c'était avant 1602 pour le coup. Et c'est un truc qui a été un peu à la mode à ce moment-là, mais en vrai, ici, ça n'a pas vieilli. Ça a peut-être un peu plus vieilli sur d'autres titres comme Extreme X-Men par exemple, où en plus est-ce que le dessin de Salvador Larroca fonctionne complètement sans ancrage, je sais pas, alors que là pour Kubert ça fonctionne bien, et surtout vu qu'on va être sur un récit qui se déroule principalement au 19e siècle, bah ça va donner un côté presque peinture à l'ensemble qui fait qu'il va bien fonctionner, et du coup forcément ça tranche dans le reste de la production de comics. Et en plus est embauché au scénario Paul Jenkins, qui du coup est un des scénaristes phares du moment dans les comics, et donc on se retrouve avec scénariste phare, dessinateur phare, Quesada au cover, mini-série événement, et c'est vrai que d'un coup on ne parle plus que de ça, quoi. Et ouais, c'est vrai que du coup tous les regards se portaient sur cette mini-série à ce moment-là, et je crois que le fait d'en avoir fait un vrai récit historique au 19e siècle, dans le côté, j'ai envie de dire, quasiment victorien, quoi, enfin, ce côté vieille maison. Ce côté Nouvelle-Angleterre. Ouais, voilà, il y a tout ce côté-là qui fait que on se retrouve avec une ambiance qui est très particulière, et ça aurait été tellement facile de faire un truc avec genre des flashbacks qui se passent au présent, et etc., et qui aurait diminué l'impact de l'ensemble. Là, le fait que ce soit un vrai récit d'époque, d'une certaine manière sans concession, du coup, je trouve que ça participe à rendre le truc intemporel et encore parfaitement lisible et avec plaisir encore aujourd'hui, quoi. Surtout que de mémoire, je crois qu'au début, tu sais pas vraiment Ouais. identifier qui est James. Je crois que c'est James Hewlett Logan, je sais plus comment s'appelle son nom complet, mais. On ne sait pas justement qui va être Wolverine là-dedans. De mémoire, c'était très bien. Ouais. D'ailleurs, voilà, je pense qu'on a un peu dépassé complètement le stade des spoilers, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se planter sur qui est-ce qu'on croit qui va être le Wolverine, et ouais, l'histoire est très bien. Il y a un peu des trucs en plus, il y a un truc que je trouve vachement bien, encore une fois, c'est que ça aurait été facile de faire du wink wink, coup de coude. Regardez, on a mis ce truc-là, ça explique tel truc du présent de Wolverine. Et il y a un peu ça, mais c'est fait avec tellement de subtilité que ça passe. Par exemple, son amour de jeunesse, elle est rousse. Donc, est-ce que ça veut dire, ah, du coup, c'est pour ça qu'il aime Jean Grey? Non, sans doute pas, mais ça fait un espèce de rappel, de truc, de construction du perso sur le long terme, qui ne justifie pas, mais voilà, qui donne de la cohérence, de la profondeur au personnage. C'est pas du coup de coude gratuit, c'est de l'écriture. Ouais, mais de toute façon, on avait déjà pu évoquer, moi, Jenkins, c'est un scénariste que j'adore, qui, notamment, on avait pu en parler avec Les Inhumains, Tour d'Ivoire, Ouais. qui est pareil dans la même collection Must-Have, et aussi, là, actuellement, Urban est en train de rééditer ou éditer, je sais pas si c'est déjà sorti en français, son run sur Hellblazer, et c'est pareil. Je crois que c'est sa première publication en VF. Ouais, du coup, ouais, bon, ça, je vous invite vraiment aussi à le découvrir, c'est vraiment super. Bon, comme tous les Blazers en général, de cette période-là. Mais ouais, non, Jenkins, c'est, comme tu dis, quelqu'un de très subtil, et au niveau de l'écriture, ouais, je pense que ça permet aussi, de donner une. Parce que c'est vrai que Wolverine, c'est un personnage qui a ce côté un peu bourrin, action et compagnie, et d'avoir un scénariste aussi subtil, de donner un peu de liant, je trouve émotionnel, à cette violence qui est en lui, je trouve que c'est vraiment une des plus grosses réussites de la série. Et d'ailleurs, au point où tu parlais du film, finalement, il a même été après pas mal pompé pour après faire Wolverine Origins. Signe que du coup, c'était pas terrible. Oui, non, mais qui est pas terrible, bien sûr. Non, mais oui, ça, personne, je pense que, je pense que la postérité l'a pas trop retenu, hein, ou plutôt malgré lui. Mais c'est vrai que pour le coup, oui, il a quand même des origines story qui ont été quasiment calquées telles quelles, pour la partie en tout cas historique. Dans un film, il n'y en a pas vraiment tant que ça, au sens vraiment littéral, quoi. Et je pense que c'est aussi à mettre à crédit de l'œuvre, qui finalement était un peu clé en main. Et c'est vrai que c'était une tellement bonne histoire en BD que bon,
ça n'a pas fait un très bon film, parce qu'ils ont rajouté d'autres trucs qui n'étaient pas écrits dedans, peut-être. Mais disons que ouais, je pense que c'est vraiment, en tout cas, une super BD à lire quand on aime le fameux mutant griffu. Et vraiment, j'ai envie de dire, même quand on l'aime pas trop, même quand c'est un personnage qui nous passe un peu au-dessus. Ouais, parce que justement, le côté, comme je disais, le côté vraiment histoire au 19e siècle, ça fait que, en fait, même si on n'est pas fan du perso, c'est un très bon comic book, quoi, j'ai envie de dire. Tiens, puisqu'on parle de Wolverine, on peut peut-être enchaîner avec le Omnibus. Ouais, tout à fait. L'Omnibus, donc le premier tome du Wolverine par Jason Aaron. Alors, tu parlais de trucs de bourrin. Je sais pas si on est dans le cadre complètement du truc de bourrin, mais en tout cas, plus vénère, ouais. Mais c'est quand même plus action que les origines. Où j'ai envie de dire, ça dépend en tout cas de la série ou de la mini-série, parce que Jason Aaron, en fait, sur Wolverine, ce qui se passe en fait, c'est que il va écrire divers épisodes, séries, mini-séries, etc. Et on se retrouve en fait avec un corpus qui est déjà vachement étalé sur le temps et qui en plus de ça se déploie à travers plein de choses différentes. Ce qui est drôle par exemple, c'est qu'on retrouve dedans des épisodes de la série régulière qui sont un peu dispatchés, genre on a le Wolverine de 56 tout seul comme ça. Puis après on a un arc, puis 2 épisodes, puis voilà, on voit que il va petit à petit s'apprivoiser le personnage, sachant que le fameux épisode 56 qui est dessiné par Howard Chaykin, ouais, c'est un épisode en one shot comme ça qui est vraiment méchant, quoi, vraiment cruel. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu tout du long, la cruauté, j'ai envie de dire, dans le Wolverine de Jason Aaron, parce qu'on aura souvent quand même des trucs où il va peut-être pas torturer le personnage, mais lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Notamment dans la série principale qui forme le volume, qui est la série Wolverine Weapon X. Vraiment, il le malmène, le pauvre. Ouais, mais en plus, je trouve ça... Ce serait vraiment bien qu'il y ait un omnibus Wolverine de X-Men un de ces jours. Mais ça permettrait de se rendre compte que, en fait, aussi, les deux versants du personnage sont abordés par Jason Aaron. Parce que voilà, moi j'aime bien, en termes de divertissement, lire l'omnibus de Jason Aaron, c'est aussi vachement intéressant de le lire en écho. Cette série Wolverine de X-Men, qui fera aussi, et qui pour le coup aussi montre un Wolverine beaucoup plus, pas père de famille, mais... comment dire, voilà, patriarche d'une école, en tout cas, et professeur, et qui, je trouve aussi, ouais, montre toute la diversité du personnage. Et ouais, Jason Aaron, à ce moment-là, c'était quand même vachement bien. Il y avait pas beaucoup de déchets, quand même. Ouais, c'est un des moments où il est le plus à l'aise, j'ai envie de dire. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que il y a un épisode encore plus vieux en fait que celui avec Howard Chaykin, qui est l'épisode de la première série Wolverine avec Wolverine 175, et c'est à celui-là que je pensais en fait à la base. Si vous avez senti une petite hésitation dans ma voix à un moment, c'est parce que mon cerveau faisait des zigzags. Et en fait, il est rentré chez Marvel avec cet épisode en fait. À la base, il n'avait pas écrit de comics, qu'il gagne en fait un concours de recherche de talent par Marvel Comics en 2001 avec une histoire de 8 pages de Wolverine, et elle est publiée du coup en 2002 et elle est dans l'omnibus, et après avoir publié ça, il va commencer à pouvoir contacter d'autres éditeurs, publier d'autres choses, etc. Et du coup c'est vrai que littéralement son premier travail dans l'industrie, c'est Wolverine. Donc c'est vraiment pas pour rien qu'il a un tel lien avec le personnage, c'est aussi ce truc-là. Et c'est vrai que au fur et à mesure des deux omnibus, chaque omnibus pouvant se lire séparément, vu qu'en plus il regroupe diverses séries sur lesquelles il a travaillé, mais donc ils peuvent se lire séparément. Mais le fait est que il va examiner toutes les facettes du personnage à travers ça. C'est ce que tu disais aussi, quand il y a aussi les facettes qu'il va examiner dans Wolverine et The X-Men, mais du coup c'est vrai que ça fait un personnage qu'il a écrit sous tous les angles, quoi, au fur et à mesure des années. Ouais, sur toute la richesse et toute la diversité du personnage. En tout cas, ouais, donc bon, vous doutez bien, vu qu'on l'a réédité, que c'est un des meilleurs travaux de Jason Aaron, et aussi donc meilleurs travaux sur Wolverine en général.
si on l'a réédité, c'est parce que c'était un des omnibus qui était le plus demandé dans ceux qui étaient en rupture, dans les récents, en fait. Et que de toute façon, étant donné que c'est un des personnages les plus populaires de Marvel, un des personnages qui a été justement le mieux écrit par Jason Aaron, et que Jason Aaron et continué de Jason Aaron, parce que voilà, il est par exemple à l'affiche de Absolute Superman dans les grandes séries entre guillemets tête de gondole de DC Comics, donc voilà, c'est un scénariste qui continue en tout cas de faire son bout de chemin, et son bout de chemin a commencé par Wolverine. Ouais. Donc, et c'est beau. Ouais, c'est vraiment de la bonne BD. Et c'est vrai que ce que tu dis sur le fait qu'on le réédite parce qu'il est très demandé, c'est vrai que ça permet de redire au passage que sur les omnibus on en sort beaucoup par an, mais en réalité il y a un mélange vraiment dans ce qu'on fait sur les omnibus. Il y a ceux qui sont des rééditions d'omnibus qui ont déjà existé, parfois dans les anciens formats qui étaient taille comics, qui du coup sont certes pour certains vont avoir du déjà vu. Du déjà vu, mais pour d'autres de la nouveauté. Et à côté de ça, on a des omnibus qui reprennent du contenu qu'on a déjà publié ailleurs, par exemple en Icons ou des choses comme ça. Et à côté de ça aussi, il y a des omnibus qui sont 100% inédits qu'on a. Marvel Aurore. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, il y en a un peu pour tous les goûts aussi. Je suis sûr que ceux qui avaient Ultimate Spider-Man en Deluxe, ils s'en foutent qu'on ait sorti les omnibus d'Ultimate Spider-Man. Mais voilà, ça permet de toucher un autre public, etc., etc. Puisque tu parles de toucher un autre public, je pense que c'est l'occasion de parler donc du Marvels, donc en édition à noter. Marvels, on va dire chef-d'œuvre de la bande dessinée américaine, peut-être moins bien considéré en France qu'il ne l'est aux États-Unis, de ce que j'ai pu comprendre, parce que on avait déjà pu l'évoquer, mais Kurt Busiek, il est arrivé un peu entre deux périodes. J'ai l'impression une période où les gens commençaient à désintéresser du comics en France, après Onslaught et compagnie, et juste avant l'espèce de renouveau du comics au niveau public avec Civil War, en fait. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça, en tout cas c'est au niveau mass market, j'entends, pas forcément au niveau bien sûr. des fans hardcore qui continuent de lire, mais c'est vrai que Kurt Busiek devrait être reconnu comme presque un dieu vivant, quoi, du comics, et notamment du comics de super-héros, et c'est vrai qu'il a pas forcément l'aura qu'il devrait avoir, j'ai l'impression parfois. Et Marvels, c'est un peu la même chose, bien que ce soit Kurt Busiek, bien que ce soit Alex Ross. C'est vrai que c'est pas le genre de titre qui vient en tête spontanément à tout le monde, en parlant de chef-d'œuvre, alors que s'il y a bien un titre qui peut être qualifié de chef-d'œuvre, c'est Marvels. Marvels, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est l'histoire en fait de l'homme de la rue. Alors on parle de l'homme de la rue, donc, mais pas de n'importe quel homme de la rue. On va parler d'un journaliste, le photographe Phil Sheldon, qui va nous servir en fait du coup. Et je me rends compte là du jeu de mots involontaire qui existe, mais de fil rouge du coup sur l'ensemble de la série, pour découvrir en fait les super-héros à travers son regard. Et du coup, au lieu d'avoir des super-héros que nous on voit au plus près comme des compagnons de jeu, on va dire, de nos lectures, là Phil Sheldon il les voit comme des créatures mythiques, comme des dieux marchant parmi les hommes. Et on a un regard qui est complètement différent ainsi sur le super-héros. On voit beaucoup plus le surhumain ici que quand on suit Amazing Spider-Man ou les FF. Là, d'un coup, on va voir Galactus et on va le voir comme une créature à l'échelle démesurée. Voilà, c'est vrai que ça donne quelque chose de complètement singulier. Et je pense que c'est lié aussi. C'est une œuvre avant tout d'Alex Ross. Hein. On a commencé en parlant de Busiek, mais c'est vrai que c'est une œuvre avant tout d'Alex Ross. Sur ses œuvres, que ce soit Marvels ou Kingdom Come, chez la distinguée concurrence, ce que fait Alex Ross, en fait, et les éditeurs avec qui il travaille, c'est qu'en fait, lui arrive en tant que force de proposition, il a une idée précise de ce qu'il veut raconter comme histoire, mais à côté de ça, je vais pas dire qu'il se considère pas comme scénariste, parce que on a vu que maintenant, il a fait, entre autres, le one-shot sur les FF, là où il est aussi scénariste, mais il sait que c'est pas son premier travail, en tout cas, d'être scénariste. Et dans ces moments-là, il préfère être accompagné d'un scénariste
pour raconter l'histoire qu'il a envie de raconter, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des choses que ce soit Earth X, Marvels ou donc Kingdom Come, où il est accompagné par des gens qui vont l'aider à articuler ses idées. Et je dirais pas n'importe quel genre, parce que et c'est très bien que tu aies parlé de Kingdom Come, parce que je pense que c'est indispensable de comparer les deux, non pas qualitativement, mais plutôt thématiquement, parce qu'ils s'entourent de deux personnes qui sont deux exégètes à leur niveau du comics. C'est-à-dire que quelqu'un comme Mark Waid, qui a une immense connaissance de DC Comics, et de Bussy, qui pareil aussi est un puits de science en tout ce qui est culture populaire, comics et compagnie, c'est pas anodin, et c'est vrai que je pense que peut-être par modestie, Ross, j'ai l'impression, est peut-être pas autant mis en avant de sa part niveau scénaristique, mais c'est quand même lui qui apporte les idées pour notamment le pitch et compagnie, mais aussi le côté maniaque, parce que c'est quelqu'un qui adore certains détails très précis, et quand on lit, et là du coup ça fait peut-être aussi le lien avec The Marvels, avec toutes les annotations et tout le bonus et la para rédactionnelle qu'il peut y avoir dans cet album-là, on voit en fait à quel point Ross ramène des idées, et a des idées très précises de tel mec qu'on voit dans tel épisode de telle série, qui en fait doit être là, parce que ça veut dire qu'en gros, on va comprendre comment est Phil Sheldon à ce moment-là, dans la hiérarchie du journal par exemple. Parce qu'il y a un mec qui un jour parlait mal à Peter, et du coup Peter s'est dit, quitte à se faire mal parler, je préfère que ce soit Jonah Jameson plutôt que ce mec-là. C'est ce genre de détail maniaque qui a besoin d'un scénariste aussi maniaque que Busiek ou Mark Waid pour être sublimé. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, et c'est vrai que il a complètement ses maniaqueries, Ross, sur la manière d'envisager les univers, que ce soit l'univers Marvel ou DC, et on sait qu'il est très fan de comment les héros ont été créés, dans les versions qui existent des années 60, 40, etc. Et donc c'est vrai que ces récits-là, comme que ce soit Marvels ou Kingdom Come ou Terre X aussi, on retrouve ça, il a toujours ce truc d'hommage à la figure du super-héros telle qu'elle est imaginée à l'origine. Et en fait, c'est aussi pour ça, je pense que c'est des récits qui sont impérissables, c'est parce que il tape dans quelque chose de profond dans l'imaginaire de ces personnages. Pourquoi ces personnages maintenant ont été multi-adaptés, ont porté des blockbusters, plein de choses comme ça, c'est parce que c'est des mythologies incroyables. Et en allant au cœur de ces mythologies, Alex Ross, il en donne une des facettes les plus pures. En fait, je sais qu'on a souvent pu comparer à Norman Rockwell pour justement son côté d'immortaliser des archétypes ou des grands moments de l'histoire de l'Amérique. Et avec Kingdom Come, il immortalise les héros d'ici, les iconise comme des dieux, des divinités, avec un point de vue et une narration qui va être un peu différente, toujours avec un passeur, mais c'est même pas un passeur, c'est un pasteur, même pour le coup en plus dans Kingdom Come, au-delà de l'imagerie religieuse. Et dans Marvels, c'est iconiser ces personnages-là comme faisant partie de la vie des gens au sein des tours de New York, dans la vie quotidienne des gens, du point de vue humain, et en ça, il participe à figer et à iconiser comme étant des archétypes américains ces deux manières de représenter la figure héroïque dans la culture américaine et dans dans l'imaginaire, dans l'esprit américain. C'est aussi pour ça que peut-être ça marche mieux aux États-Unis qu'en France, ou plutôt qu'elles ont un impact peut-être plus fort aux États-Unis qu'en France, parce que nous on va peut-être avoir un cynisme ou un côté un peu peut-être plus français là-dessus, et moins mythologique peut-être, mais disons que je reste vraiment fasciné par la capacité de Ross en 2 ans à peine, en 94 avec Marvels et 96 avec Kingdom Come, d'avoir réussi à son jeune âge, parce que je crois qu'il était finalement assez jeune en plus quand il a fait ça, d'arriver à autant sculpter l'Amérique et la culture populaire comme une culture légitime en fait. Ouais, et Earth X c'est 97. Je sais. On a raté notre vie, mec. Hein. On a pas. Ouais, il est 70, donc il avait 26 ans. 24 ans pour Marvels. Et sinon, pour parler plus spécifiquement de l'édition... On l'a dit, c'est-à-dire que Marvel, c'est une série qui a été plusieurs fois éditée chez nous. Alors bon, j'ai pas toutes les éditions en tête. On peut notamment parler de l'édition Icons, qui a été, je pense, aussi de mémoire, pas mal vendue. À la suite de ça, en 2020, on a sorti, donc c'était quoi, le 20e anniversaire, je crois. Ouais, alors il y avait déjà le nouvel épilogue, hein, je crois, à ce moment-là. Oui, c'était ça, en fait. C'est pour le 20e anniversaire. 25 ans.
25 ans, pardon. Marvel, à l'époque, avait sorti donc un épilogue, justement, avec le retour de Busiek en plus, qui revenait d'une longue maladie. Donc il y avait aussi un côté très touchant à ça. Donc avec les retrouvailles de Busiek et Ross sur Marvels, avec un épilogue qui n'existait pas à l'époque. Et ensuite, on avait profité pour sortir donc un peu l'univers étendu qu'il y a pu avoir sur la série. C'était Marvels, l'œil de la caméra. Ensuite, c'était Project Marvels et Marvel Ruin, je crois de mémoire. Ouais. En tout cas, il y a eu après derrière donc des suites tardives, mais on n'a jamais après profité de cet épilogue-là pour refaire une édition à la hauteur du mythe moderne qui est The Marvels. Ouais, c'est ça, c'est l'épilogue, c'est un épilogue d'une dizaine de pages. Hein, voilà, Oui, parce qu'avec une scène de Noël avec les X-Men qu'on peut voir. Et Nova aussi. Ça lui permet, avec l'épilogue, de montrer l'arrivée d'un nouvel âge. C'est les nouveaux X-Men, et il utilise aussi Nova à ce moment-là. Donc, il utilise des personnages qu'il considère comme encore iconiques pour Marvel, parce que lui, il a ce truc-là des vieux persos, on va dire. Et donc, pour lui, les nouveaux X-Men ou Nova font partie quand même de ça. Mais il utilise ces personnages-là pour montrer justement l'arrivée d'une nouvelle génération, en fait. Oui, un peu comme avec peut-être Darwin Cook qui va faire ça avec New Frontier par rapport au JSA de Robinson, ou les transitions entre les différentes générations de héros, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait du coup ce best-of et après le must-have, qui est d'ailleurs encore toujours disponible, avec l'épilogue. Mais c'est vrai qu'ils avaient sorti en même temps une version annotée, donc qui reprenait donc à chaque fois l'épisode, mais avec plus long que l'épisode, plus de bonus que d'épisodes pour du coup avec chaque fois je crois une nouvelle couverture aussi de oui, qui sont d'ailleurs de toute façon toutes réunies avec les couvertures hommages. Il y a aussi les variantes. Évidemment, il y a une variante de Michael Cho parce que dans ce style un peu rétro qu'il peut avoir. Du coup, c'est vraiment une édition. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. On avait déjà eu à l'époque ce genre de retour sur Miracle Man où les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait beaucoup de bonus. Il peut y avoir des retours sur le nombre de bonus assez important. Mais disons que pour des œuvres aussi importantes, je pense que le côté accompagnement est vachement important. D'autant plus que c'est pas juste des couvertures, c'est donc des croquis préparatoires. C'est tout ce qui va concerner aussi la manière dont c'était pitché à l'époque. Des bonus qu'on peut également retrouver et qui sont tout aussi intéressants dans l'édition de Kingdom Come, avec justement comment le projet vient de Ross, est développé et ensuite est transformé par le scénariste qui va l'accompagner. Ensuite, on va retrouver du coup donc le script avec donc tout. Littéralement, vous pouvez vous amuser à suivre donc la BD, puis à côté le script. Moi, c'est un truc que j'aime toujours beaucoup faire. Qu'on peut faire aussi Killing Joke en France. Il y a beaucoup d'éditions maintenant qui permettent de le faire. Et surtout, les annotations. Alors ça, c'est le meilleur truc. C'est en gros un peu le trouver Charlie de qui est tel personnage dans ces énormes fresques. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que énormes fresques qui finalement n'auront jamais été aussi belles, puisque je crois qu'on est même on fait la taille d'un absolute, il me semble, avec cette édition-là. Et donc, en plus, l'autre apport pour moi, parce que c'est vrai qu'après je sais que des fois il y en a qui préfèrent le glacé pour Ross, là on a un papier au rendu mat qui, à notre sens, rend beaucoup mieux les peintures de Ross et permet avec le grand format de vraiment admirer une des BD les plus importantes de la fin du 20e, quoi. C'est en gros, si vous l'avez pas, prenez-la comme ça. Si vous adorez les bonus, prenez-la comme ça. Si ce qui vous intéresse, c'est plus de lire l'épilogue, l'histoire, il y a comme je disais, il y a le must-have à 16 balles qui est là. C'est encore une fois, comme on a ouvert en disant ça permet de toucher un autre public. C'est vrai que là, Marvels, vous voulez lire l'histoire, elle est dispo dans un format accessible. À côté de ça, si vous voulez un objet à la fois de collection, vous plongez dans les bonus, ou alors vous adorez cette histoire et vous voulez une édition encore plus belle que celle que vous avez, etc. On vous la propose comme ça. On aura du mal à faire plus beau que celle-là, entre la taille, le papier, le dos toilé, le marquage à chaud, etc. On s'est donné dessus. C'est une Marvel. Waouh. On fera pas plus belle conclusion, donc on va passer à la suite. Est-ce que tu voudrais nous parler, histoire de changer radicalement d'ambiance, de Venom? Ouais, du tout, ouais. On peut en parler rapidement, ouais, parce que après, je crois qu'on a déjà pas mal parlé du Venom de Donny Cates, à l'occasion donc son deuxième tome, qui va pour le coup compiler
l'événement Absolute Carnage, en parallèle du coup de son passage sur le personnage de symbiote. C'est déjà le premier climax, on peut le dire, à mon avis, du run de Donny Cates, puisque c'est la première grosse menace, en tout cas, qui va toucher Venom. Une menace qui va après en introduire une autre, en l'occurrence donc Null, qui nous est teasé déjà depuis le tome 1. Et moi je sais que c'est un des premiers events auxquels j'ai pu assister en direct, ce que je venais d'arriver chez Panini. Et c'est vrai que j'avais déjà pu constater à l'époque les très bons retours qu'il avait pu avoir. Il y avait une très bonne hype aux États-Unis parce il avait très bien vendu, je sais, à l'époque. Parce que Donny Cates était encore en plein. C'était encore le Golden Boy un peu, je trouve, au niveau du comics, parce que voilà, il apportait quelque chose de frais, d'un peu rock'n'roll là-dedans, quoi. Et c'est vrai que ce Absolute Carnage, avec ce côté un peu sale gosse, un peu gore, un peu violent, ça a amené quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir jusqu'ici sur un personnage qui a pas forcément eu des très grands runs, à part peut-être le Remender et peut-être les épisodes initiaux de Michelini et McFarlane. Mais donc du coup, ouais, non, c'est Absolute Carnage, je pense que c'est vraiment en tout cas si vous avez déjà commencé le tome 1, vous allez forcément le prendre parce que vous avez adoré. Je pense que c'est probable. c'est tellement efficace que c'est quand même compliqué de pas acheter la suite. Mais après, vraiment, si vous, vous avez peut-être vu les films Venom et Carnage, ou vous voulez voir un peu plus de contenu, à mon avis, c'est bien intéressant en tout cas de continuer et de découvrir le personnage par ce run-là. Tout à fait. Et c'est très beau. Ouais, c'est magnifique. Stegman et Coelho déchirent. On va peut-être continuer avec des tisseurs. Parce qu'il y a du Venom. Tout à fait. Ça nous fait une suite logique. Et du coup, avec le tome Spider-Man Spider Island de Dan Slott, Humberto Ramos, mais aussi Stefano Caselli et aussi Rick Remender, parce qu'il y a les épisodes de Venom qui sont en lien avec l'event, et ça tombe bien parce qu'ils sont vraiment importants à l'intrigue. Spider Island, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai envie de dire, c'est la première grosse saga de Dan Slott sur une fois qu'il a repris les rênes de Amazing Spider-Man en solo. Alors ça fait déjà à ce moment-là, je crois, plus ou moins 1 an qu'il est sur le titre. Mais là, il lance une vraie saga événement quasiment autocontenu à la série Amazing Spider-Man. Il y a un one-shot Spider Island d'Eddie Flows, il y a quelques épisodes de Venom, donc de Rick Remender, qui sont en lien et tout ça, mais globalement, l'histoire est contenue dans la série principale. Et c'est l'idée que d'un coup, il y a j'ai envie de dire de plus en plus de gens qui à Manhattan commencent à développer les mêmes pouvoirs que Spider-Man, comme ça de manière un peu spontanée. Et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais surtout si tout le monde a ces pouvoirs-là, est-ce que c'est vraiment des grands pouvoirs? Qu'est-ce qui fait que Peter Parker est singulier au milieu de plein de gens qui ont les mêmes pouvoirs que lui? Et surtout, pourquoi les gens commencent à développer ces pouvoirs-là? Est-ce que c'est pas une sorte d'infection qui est en train de se développer? C'est une sorte de blockbuster extrêmement rapide avec des twists à tous les épisodes. Je m'étais fait à un moment genre une espèce de top des 15 crossover events que je préférais des 15 dernières années, il y a de ça quelques années, et Spider Island, je l'avais mis tout en haut, hein. Je l'avais mis même devant des trucs que j'adore comme Secret Wars et compagnie, parce que en fait Spider Island, ça raconte une super histoire, ça fait bouger plein de choses dans la mythologie du perso, ça réutilise des choses qui étaient considérées comme pas forcément ultra glorieuses, et ça les réutilise de manière super intelligente, c'est super beau, c'est fun, il y a l'utilisation de tout l'univers Marvel qui est vraiment utilisé dans tous les sens, quoi. Et vraiment c'est top, c'est vraiment un blockbuster en bouquin, quoi. Et je vais rebondir en plus dessus après pour parler du Young Avengers Identité secrète, qui est donc l'autre titre de la collection poche qui sort au même moment. Et pareil, haute tuerie, parce que moi je l'avais jamais lu jusqu'ici, j'ai entendu que du bien, et puis en plus surtout je me faisais la réflexion de Iron Lad dans Ultimates, je l'ai déjà vu quelque part. Et en fait, oui, on voit un Iron Lad, alors pas forcément avec la même origine, dans Young Avengers, puisque donc cette série qui avait été créée dans les années 2000 voit l'apparition d'une nouvelle équipe de jeunes Avengers, justement,
des Avengers en plus qui vont avoir une certaine importance, hein, parce qu'on va retrouver après des personnages qui vont notamment être au centre de Empire, un gros event après, des années plus tard. Et donc, ouais, Young Avengers, c'est une série qui est très fraîche, vraiment au niveau du ton, au niveau de ce que ça veut raconter, au niveau des personnages qui sont créés pour cette série-là. Et surtout, c'est une série qui est magnifique, parce que c'est signé par Jim Chung. Et Jim Chung, je crois que c'est un dessinateur préféré de Matteo d'ailleurs, qui est donc, on a déjà pu parler, donc, qui travaille chez nous sur Marvel. Et c'est vrai que c'est un dessinateur qui est assez rare et moi que j'adore, parce que je trouve que, je sais pas, son trait, il est, comment dire. J'ai envie de manger ses dessins. C'est tellement beau, j'ai envie de les manger. Non mais oui, non mais en vrai, je le dis, c'est un peu une blague, mais en vrai, il y a un peu ce truc-là. C'est-à-dire, ils sont vraiment, c'est trop beau. J'ai envie qu'ils m'appartiennent jusqu'au plus profond de mon corps. Je vais me faire soigner, promis. C'est mec. Non mais en plus, là où je te rejoins, alors sauf sur la partie déviante, c'est que en fait, effectivement, il y a une manière, je trouve, dans le chara design, d'arriver à avoir des personnages avec des traits très communs, c'est-à-dire au niveau des yeux, de la manière de faire les visages, mais pourtant je trouve que tous les personnages se distinguent vraiment. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir un style, mais sans forcément que très rapidement on tombe dans la répétition de ce style-là. Et ouais, c'est aussi bien les personnages féminins que masculins sont vraiment très bien caractérisés. Il y a des côtés très touchants, parce qu'en fait on se déroule juste après les événements de Avengers, la séparation, donc on est un peu avant Civil War. Donc on est à un moment très précis en plus de l'univers Marvel, c'est-à-dire que on a des personnages qui symbolisent l'avenir de l'univers Marvel, et en parallèle on voit aussi poindre quelques dissensions idéologiques entre déjà les personnages des Avengers qui vont intervenir à plusieurs moments, forcément pour intervenir parce qu'ils savent pas qui sont ces personnages-là et ce qu'ils mettent pas en danger des personnes parce qu'ils savent mal utiliser leur pouvoir. Et j'ai l'impression qu'en sous-texte, qu'on a en tête ce qui arrive dans Civil War avec les New Warriors, on a une espèce pas de call-out, mais de foreshadowing un peu. Je sais pas si c'est malgré eux, bon après je pense que les plans éditoriaux de Marvel étant faits à l'avance, ils savaient ce qu'elle arrivait derrière, je sais plus exactement en termes de timing. C'est 2005 Young Avengers, donc on est 2-3 ans avant. Après, peut-être que il y avait un truc d'air du temps, c'est-à-dire ils ont commencé à parler de ça et ça a commencé à percolater quoi. En mode on est dans le Patriot Act, on est dans l'après 2001, on est dans ce côté un peu conspi de se méfier, et du coup les institutions que sont les super-héros sont elles aussi remises en question par eux-mêmes et par aussi des personnages de nouveaux héros. Donc en ça je trouve que c'est une extraordinaire série, je dis extraordinaire à dessein parce que je trouve que c'est une série qui est finalement très peu connue, malgré son... Enfin j'entends, c'est pas une série que les gens vont citer dans les meilleures séries des années 2000, parce qu'on va plutôt citer les navires amiraux qui étaient New Avengers ou les univers Ultimate de l'époque, enfin les séries Ultimate de l'époque, alors que finalement je trouve que c'est vraiment des pépites bien gardées de l'époque. Tout à fait. Et en plus, il y a un truc, à l'époque, au moment où c'est sorti, tout le monde pariait un peu contre elle. Mais il y avait un truc... super, vous faites une équipe Young Avengers et vous avez un décalque de Captain America, un décalque de Thor, un décalque de Hulk. Vraiment, c'est pas original du tout. Et un décalque de Captain America en lien avec Captain America Truth qu'on sort enfin d'ailleurs l'année prochaine. Tout à fait, mais à l'époque, en fait, rien de tout ça n'était su. Oui. C'est-à-dire que les personnages étaient des énigmes, et le truc, c'est que maintenant, ils ont quand même un petit peu, ils sont rentrés dans l'esprit de la pop culture, que ce soit Wiccan ou Hulkling et compagnie. Mais à l'époque, Hulkling, les gens pensaient juste qu'il y aurait un lien avec Hulk, c'est tout. Que ces liens, alors que les liens qu'il a avec les Avengers sont beaucoup plus compliqués que ça. Wiccan, qui s'appelait The Asgardian d'ailleurs au début, tout le monde pensait qu'il serait Asgardien et qu'il serait juste un Asgardien avec un lien avec Thor ou un truc comme ça. Oh boy, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, chaque personnage où on croit que le lien va être évident, simple, etc. Il se trouve qu'il y a un twist dessus, il y a une idée. Iron Lad, son lien avec les Avengers, il est sérieusement gonflé. Et qui du coup est utilisé en plus cette idée-là dans justement Ultimate Universe, avec une des rencontres que va faire le Maker.
Tout à fait. Donc non, c'est vraiment très malin Young Avengers. De toute façon, les deux séries Young Avengers, que ce soit celle-là ou celle d'après par Gillen et McKelvey, j'avais pas encore cité Gillen de l'épisode, elles sont vraiment toutes les deux exceptionnelles et du coup là c'est vrai que CB Cebulski il était au Japon pour une convention et il vient d'annoncer du coup qu'il y aurait une nouvelle série Young Avengers en 2025 et j'ai hâte de savoir qui vont être les auteurs dessus et ce que ça va valoir parce que c'est vrai que voilà c'est une série qui pour l'instant à chaque fois a été ultra qualitative donc la barre est haute. Et puisque c'est un épisode où on fait beaucoup de renvois à des achats qu'il faut faire, à des émissions qu'on a pu faire et autres, bah, je renvoie à une blague qu'on avait pu faire pendant l'émission la représentation LGBT dans les comics, puisqu'il y a littéralement la scène qu'on avait un jour, sur laquelle on a fait une blague, je ne pensais pas qu'elle existerait, où en fait on voit deux personnages faire le coming out, et les parents sont en mode genre « Ouf, vous êtes gay, on a cru que c'était des super-héros !» Et c'est pareil, je trouve que c'est pareil, c'était aussi dans l'air du temps parce que il y avait, alors je sais plus quelle année c'est Gotham Central, mais il y avait aussi cette scène avec René Montoya qui faisait un coming out, alors là qui s'est beaucoup plus mal passé dans le cas de René Montoya, et je trouve ça intéressant aussi qu'on commençait à cette époque-là d'avoir des scènes de coming out dans le comics mainstream. Donc pareil aussi, j'ai trouvé ça très très intéressant, d'autant plus qu'on voit la relation qu'ils ont pu avoir par la suite. Donc c'est bon, on est venu à bout de ce programme digne de Galactus. Ouais, on avait dit qu'on en avait, on avait dit, on n'avait pas menti qu'on avait un paquet de coups de cœur sur ce mois-ci. Ouais, donc après on n'a pas parlé pendant 2 mois techniquement en émission officielle, donc il fallait bien ça. Et donc, bon, on n'est plus à ça près, on se rajoute une petite reco chacun. Allons-y. Tu commences ? Et ben moi je vais parler d'une licence qui n'est absolument pas chez nous parce que je vais vous parler du film Transformers le commencement. J'aime vraiment bien les Transformers. Alors ce que j'adore moi c'est les comics Transformers qui pour l'instant n'ont jamais été publiés en français, qui sont ceux de James Roberts. Mais du coup ouais c'est vrai que j'aime vraiment bien les Transformers et les films disons bon. Il y a à boire et à manger dedans. Et c'est vrai que là, le dessin animé Transformers le commencement, c'est de la bombe. C'est vraiment ultra politique, fun, rythmé, dynamique. C'est bardé de rebondissements. Alors parfois un peu téléphoné, parce que voilà, on voit venir un peu qui est le méchant ou des choses comme ça. Mais c'est tellement bien fait, tellement bien écrit qu'en fait on s'en fout que ce soit un peu téléphoné. Et c'est vraiment un putain de super divertissement qui n'a pas le succès qu'il mérite en fait. Donc non ouais ça marche pas terrible. En tout cas, je crois que aussi bien en France qu'aux États-Unis. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille vraiment parce que ouais, c'est vraiment topissime. Ouais, et voilà. je plus sois parce que suite à ta recommandation, même si au départ tu me l'avais vendu, j'ai cru que tu parlais de Dani Costa Gavras. Et après ensuite, du coup, donc j'ai vu que c'est Transformers. J'ai réussi à trouver un enfant pour ne pas y aller en tant que le seul adulte. Donc je remercie Anthony d'être venu avec moi, avec son fils pour aller le voir. Et on est sortis tous les deux en explosion de joie, en mode genre c'était trop bien, c'était le meilleur film et tout. moi j'y suis allé avec mon ami Arnaud, qui connaît pas du tout les licences Transformers. Moi non plus. Voilà. Et il a ultra kiffé. Bah, à un moment donné, tu sais, quand t'as une scène où en fait un personnage se fait graver quelque chose, j'étais là en mode genre, ah, j'ai compris le jeu de mots sur le nom. Ah oui, t'as mis un certain temps. Oui, bah oui, mais je suis un peu moi je les connais, moi du coup, et puis en plus c'est ce que je te disais, c'est qu'en parallèle, moi j'ai commencé donc avec l'Energon Universe, qui est publié actuellement chez Urban, donc à lire mes premiers trucs Transformers, parce que j'aime beaucoup les mechas japonais, mais j'avoue au côté entre guillemets exploitation américaine, je connais moins. Donc Transformers et compagnie, dans les comics, j'ai quasiment rien lu contrairement à toi, et c'est vrai que j'arrivais en total newbie, et j'ai vraiment beaucoup aimé, pour les mêmes raisons en fait que pour le comics, du coup je trouve que c'est plutôt fun, plutôt bien écrit, et que moi je passe un bon moment, et du coup voilà, je suis yanklisé là, donc c'est bon. Je suis foutu. Bref. Et de mon côté, bon, c'est un peu moins joyeux malheureusement, parce qu'en fait c'est lié à la mort d'un des grands auteurs japonais qui nous a quittés cette semaine. Au moment où on enregistre, c'est Katsuo Umes, donc qui était... c'est un titre qu'on va un peu attribuer à tort à travers, mais là je pense que c'est pour le cas de Katsuo Umes, c'est pas usurpé. Donc comme étant un des maîtres de l'horreur, avec peut-être Moro Oshii, peut-être
les deux mangaka qui ont beaucoup influencé Junji Ito, qui est beaucoup plus connu chez nous. Katsuhime, c'est une icône pop culturelle, c'est quelqu'un qui était habillé comme un je suis, Où est Charlie, qui a su aussi bien mener une carrière de mangaka que de chanteur, aussi des fois de temps en temps, d'icône télévisée et pop, parce que voilà, on le voyait apparaître avec des gens très à la mode, même jusqu'à la fin de sa vie. Il avait l'air toujours enjoué alors il est quand même mort à 88-80 ans, je crois. Et c'est quelqu'un qui a vraiment signé des œuvres aussi incontournables que L'École emportée, qui est édité chez Glénat, qui est vraiment une masterclass, vraiment. Et moi, je pense surtout, moi, ceux que j'aime beaucoup, c'est ceux qui sont sortis chez Lézard Noir, notamment Je suis Shingo, qui a eu un prix patrimonial à Angoulême, qui est un chef-d'œuvre absolument visionnaire sur les nouvelles technologies et l'ordinateur, notamment. Et là, récemment, j'avoue, je prends une énorme claque avec La main gauche de Dieu et La main droite du diable, un de ses derniers mangas, en fait, avant qu'il prenne, entre guillemets, sa retraite, qui est un manga d'une violence. Parce que si c'est quelqu'un qui a pu être connu dans les magazines pour filles, parce que l'horreur est plutôt un genre féminin au Japon, La main gauche de Dieu, on voit qu'il cible un public. Alors je crois que voilà, il peut y avoir des scènes assez violentes dans des magazines pour filles, mais là je crois qu'il est sur un magazine seinen, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas avec une cible un peu plus adulte sur lequel il a beaucoup plus de liberté que d'habitude. Et là vraiment. Ouais, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc vraiment, je pense que si vous voulez découvrir, le mieux c'est de découvrir par Makoto-chan, qui est un truc un peu pipi caca qui sort aussi au Lézard Noir, ou à l'École emportée chez Glénat. Je pense que c'est deux lectures absolument incontournables si vous voulez découvrir cet auteur majeur japonais. Et ça fait effectivement plus de 2 minutes de reco. Ouais, je suis toujours un peu long. Mais là, il y a beaucoup à dire. Grosse carrière, le gars. Eh ben, merci en tout cas pour cette reco, Émile. Cette émission Omnibus. Ouais, je crois que c'est la plus longue qu'on ait faite sur une émission sur les sorties du mois. Mais comme on disait, ça valait le coup. On sera plus court sur décembre, il y a moins de sorties en décembre, donc on sera forcément plus court. Sur ce, on vous souhaite plein de très bonnes lectures et plein de belles découvertes. Ouais. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission, soit sur les actus de décembre, soit avec un invité vert de colère. Dans une ville verte. C'est ça. Allez, ciao. Salut.